Loïc Lawson, Ferdinand Haïté, c'est avec eux que nous allons boucler cette émission. Nous sommes à la troisième partie. Loïc, on va terminer, ou bien on va commencer cette partie avec vous. Vous avez terminé la deuxième partie, mais on va commencer la troisième partie avec vous. On va parler de la corruption qui gangrène la société. Toutes les sociétés d'État sont en proie à de corruption. Cette semaine même, il y a un audit, je ne sais pas s'il faut parler d'un scandale, mais il y a un audit commandé par la responsable de cet institut. Cet audit a révélé de graves anomalies, des marchés passés avec des fantaisies. On ne comprend rien dans cette boîte. Non mais Claver, je crois que c'est l'audit interne commandité au niveau de l'INAM dont tu fais part. Donc que tu évoques là, c'est un problème, c'est un phénomène qui existe dans toutes les sociétés d'État de surcroît dans nos pays. D'abord, il faut révéler que c'est dans le fonctionnement d'une entreprise, commanditer un audit est normal. Il y a ce qu'on appelle l'audit interne, l'audit externe. Mais quand il y a un audit et que ça ne va pas, l'audit est commandité pour corriger justement les anomalies. Mais quand on découvre dans des anomalies, comme ce qu'on a découvert dans l'audit au niveau de l'INAM, et c'est ahurissant, c'est un peu, je crois que c'est scandaleux. Et le bon sens voudrait que normalement la première responsable de cette entreprise, société d'État si tu veux, puisse prendre rapidement des décisions pour que les têtes puissent tomber. Parce que quand on est premier responsable et qu'on commandite un audit et que ça ne va pas, on prend des décisions coercitives pour essayer d'éviter à ce que le mal continue. Quand on ne se sent pas mêlé ni de près ni de loin dans les malversations révélées par l'audit. Maintenant, le problème, il est général dans les sociétés, surtout d'État. Et les auditeurs internes, même parfois, moi j'ai dit, au niveau de l'INAM, il y a même peut-être un courage de l'auditeur interne. Parce que l'auditeur interne a pu relever les anomalies. Ailleurs, dans les sociétés d'État, et ça je peux te l'assurer, l'auditeur interne est en complicité avec la direction générale. C'est-à-dire tout se fait de telle en sorte que l'auditeur interne, qui est fonctionnaire de la boîte, c'est-à-dire employé par la boîte, ne révèle jamais les malversations. En complicité avec sa direction générale ou son directeur général. Et ça, je peux te citer plein de sociétés au niveau du Togo où c'est comme ça. On fait croire que tout va bien, mais en réalité, juste à la fin, on révèle quelques petits problèmes. Et on fait croire que ces problèmes ne sont pas de nature, je ne vais pas parler d'élection, mais de nature à mettre en difficulté la société, jusqu'au jour où la société va s'écrouler. C'était le cas de Togo Télécom, si tu te rappelles. Togo Télécom, je crois que par an, et le directeur général à l'époque commanditait des audits. Mais les audits ont toujours dit que la société se portait bien. Et à la fin, on a vu ce que c'est. Quand tu prends des banques comme la BTCI et l'UTB aujourd'hui qu'on veut vendre, et qu'on veut privatiser, je veux dire, les audits internes ont toujours révélé que les boîtes se portent bien. Mais ce qui reste à faire, c'est quelles sont les mesures à prendre contre les corrupteurs et les corrompus. Et Ferdinand, si nous revenons sur ce dossier de l'INAM, en fait, on peut dire que l'INAM fait bon élève en la matière en commanditant cet audit. Non, pas vraiment, parce que ce que l'audit révèle est extrêmement préoccupant et grave, on vient de le rappeler. C'est une pratique dans toutes les sociétés d'État. C'est les gens qui sont catapultés à la tête de certaines sociétés d'État pensent que c'est leur patrimoine. Les gens en font ce qu'ils veulent. Vous savez que tous les jours, il y a des scandales que la presse révèle. Tantôt, on dit telle société, il y a eu disparition d'argent, il y a eu ci, il y a eu ça. Dans l'indifférence totale, mais c'est la marque de fabrique de la gouvernance RPT, UNIR, et du régime actuel. C'est l'impunité, le vol et l'impunité. Effectivement, l'INAM, c'est d'abord une société d'État à caractère social. C'est une société d'assurance. Elle veille, elle gère l'assurance du personnel de l'État. On a créé ça pour essayer d'assurer les gens. C'est une bonne chose d'avoir créé l'INAM. Maintenant, dans la gestion quotidienne, il y a des soucis. Imaginez par exemple dans l'audit que nous avons publié il y a quelques jours, on vous dit pour les 5 ans de l'INAM, on a débloqué plus de 13 millions pour organiser une fête. Alors que, bon, écoutez, c'est les gens qui sont assurés. C'est des fonctionnaires qui ont souvent même des difficultés parfois dans le processus de remboursement. Les protocoles avec l'INAM administratifs sont parfois difficiles. Et qu'on vous dise qu'on a débloqué 13 millions
pour organiser la fête seulement pour les 5 ans de l'INAM. Ça touche quand même... c'est quand même de l'indécence parce que c'est un truc à caractère social. L'INAM ne produit pas de l'argent, l'INAM n'investit pas de l'argent. C'est une institution qui se charge seulement de collecter l'argent des fonctionnaires et après d'assurer, de l'accorder l'assurance maladie. Tu vois? Et donc, l'audit dit, l'INAM a fait des clôtures des domaines qu'elle a achetés à Lomé à 25 millions par domaine. On ne nous donne pas la superficie de ce domaine foncier-là. Mais quand on dit qu'on a clôturé un terrain à 25 millions, on se pose la question si le terrain, c'est sur des hectares. En plus, le domaine de l'INAM à Kpalimé, on a débloqué 15 millions pour en faire la clôture. Et puis, on a débloqué 20 millions pour organiser une fête qu'on a nommée les universités du 3e âge, première édition, environ 20 millions. Vous voyez. Et puis, quand vous ne continuez pas à lire l'audit, vous vous rendez compte que le président du conseil d'administration de l'INAM, une dame qui s'appelle Madame Niakou, elle s'est fait octroyer une voiture de 13 500 000. Mais je pense que celui qui est président du conseil d'administration d'une société travaille déjà ailleurs. Et quand cette personne est à la tête d'une société, c'est juste les jetons de présence. Mais comment est-ce qu'une société comme l'INAM peut débloquer 13 millions pour acheter une voiture au président du conseil d'administration? Et vous avez la directrice elle-même qui est grassement bien installée. Elle avait une première voiture en 2012 qui a coûté 23 millions. 4 ans après, la voiture est amortie. Elle en a acheté une seconde qui a coûté 47 millions. Vous vous imaginez? C'est-à-dire qu'une société qui a une vocation sociale, qui doit mobiliser de l'argent pour assurer, pour faire l'assurance maladie des fonctionnaires d'État. Cette société ne produit rien, elle n'investit pas, elle ne ramène pas de l'argent. Et des gens se permettent d'engager des fonds, de faire de la gabégie, alors qu'en réalité, même si l'INAM connaît les fonds et que les gens commencent pas à se soigner, que c'est une bonne chose, même s'il y a des choses à régler, l'INAM devait pousser loin la réflexion pour savoir les hôpitaux dans lesquels les gens vont se faire soigner, les hôpitaux dans lesquels l'INAM envoie ses assurés se faire soigner. Est-ce que le plateau technique est relevé? Est-ce que ces hôpitaux sont de bonne qualité? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Donc, tous ceux qui sont dans cette boîte-là, y compris les syndicats qui sont dans le conseil d'administration, on vient de le rappeler, tout le monde se tait parce que chacun prend son gombo à la fin du mois et les gens font comme rien ne se passe. Maintenant, le problème c'est qui doit taper du poing sur la table que ça s'arrête. Parce que tout le temps, on en parle et le phénomène continue, l'hémorragie continue. Que faire pour limiter la casse? Écoutez, dans tous les pays du monde ou dans toutes les entreprises du monde, quand ça ne va pas, on sanctionne. C'est pour ça que j'ai dit au départ que c'était une bonne chose d'avoir commandité l'audit. C'est déjà bien de commanditer l'audit. Maintenant, quand les résultats de l'audit sortent, il faut voir où se situent les responsabilités. Et taper du poing sur la table. Et qui doit le sanctionner. Mais qui doit le faire? Et je crois que, d'abord, j'ai dit tantôt qu'au niveau de l'INAM, la première responsable, la directrice, une fois que l'audit tombe et qu'elle sent qu'elle n'est responsable en rien d'une malversation et que ce sont ses collaborateurs qui ont posé des actes qui ne sont pas bien et qu'elle n'est pas complice, elle doit sanctionner. Ne pas sanctionner veut dire qu'on est complice. OK? Elle doit sanctionner. Maintenant, si jamais la directrice elle-même, elle est impliquée, elle a, je crois, aussi un supérieur hiérarchique qui doit être, je ne sais pas, son ministre de tutelle ou qui aussi devait sanctionner. C'est comme ça se passe et ça fait que quand on veut créer un modèle, les gens s'inquiètent et disent « Ah, les sanctions tombent ». Et comme je vous dis, le cas de l'INAM n'est que la partie visible de l'iceberg. Je vous dis que ce qui se passe dans les sociétés d'État dans ce pays, il est catastrophique. Si on doit tout révéler, ça va être, je ne sais pas, c'est un séisme. Quand tu vois, moi je vous dis, faites une remarque, quand vous voyez un directeur général d'une société d'État s'agiter pour faire la propagande du parti au pouvoir. Mais ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose de grand. C'est-à-dire, quand vous voyez un DG, ça je vous dis, je vous donne un indice, et vous allez essayer de cibler les DG qui sont spécialistes de ça. Tantôt, ils sont en tenue
du parti au pouvoir. Tantôt, ils courent dans leur village pour dire ils font ci. Tantôt, ils sponsorisent ci. Ils sont spécialistes pour sponsoriser des événements politiques ou des événements à caractère. C'est des spécialistes de la mauvaise gestion. Je peux vous citer des sociétés, mais je sais que les auditeurs, vos téléspectateurs sont assez intelligents pour comprendre de quoi on parle. Et ces DG, leur médiocrité, leur crime économique qu'ils commettent, ils se cachent, ils se protègent avec le manteau du parti au pouvoir. C'est-à-dire, tu sais que tu gères mal, tu sais que tu détournes, tu sais que tu es dans la corruption. Alors, pour couvrir tout ça, tu mets devant tout le temps que tu es un grand, je ne sais pas, en tout cas, militant du parti au pouvoir, que c'est toi qui défends le parti au pouvoir, juste pour couvrir tes crimes économiques. Mais ça arrange quelqu'un, même s'ils sont les premiers bénéficiaires. Le bénéficiaire est immédiat, mais c'est que cette situation arrange quelqu'un. Mais c'est pour ça, mon frère, j'ai dit, quand des gens font comme ça, il faut sanctionner. C'est-à-dire, le DG, c'est quelqu'un qui l'a nommé, le chef de l'État, ou je ne sais pas quoi, ou le conseil d'administration. Tout à l'heure, vous avez parlé du conseil d'administration. Je ne connais pas les tests de l'INAM. Je ne sais pas si les tests disent qu'il faut payer une voiture ou mettre une voiture à la disposition du président du conseil d'administration de l'INAM. C'est une voiture de 13 millions. Ça, c'est encore trop petit. Et je rappelle ça à Ferdinand. C'est mon temps trop petit. Mais oui, ça veut dire que c'est une voiture qu'on est parti chercher au port encore. Mais va voir les sociétés d'État où le test ne dit nullement, nulle part, qu'il faut octroyer un véhicule, une maison, je ne sais pas, des indemnités autres au président du conseil d'administration, mais le directeur général de cette société offre tout le temps, là c'est tous les 3, mais chaque année, on change de voiture au directeur général, au président du conseil d'administration, juste pour acheter son silence. Parce que dans une société, c'est le conseil d'administration qui oriente ou bien qui donne la feuille de route. Ouais. Quand le DG sort de sa feuille de route, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au président du conseil d'administration, on paye ta facture d'électricité à la maison, on paye voiture pour ta femme, on te paye toi-même voiture, on paye le collège de tes enfants, et le président du conseil d'administration se retrouve les pieds et les mains liés. Il n'arrive plus à réagir pour rendre compte à son tour au ministre de tutelle, qui doit rendre compte à son tour au président de la République. Et pour que sanctions soient tombées, c'est pour cela les sociétés tombent une à une. Oui, maintenant, Ferdinand, si on n'arrive pas à frapper même les fautifs, ça dépend de leur nomination. Qui les a nommés là-bas? Et il y a des gens qui sont intouchables, on ne peut pas les toucher, on a peur d'eux. Il y a une complicité de façon gravitaire. C'est une chaîne, ça part du bas vers le sommet, ou parfois du sommet vers le bas. Et vous savez que il y a quelqu'un qui a dit dans ce pays que le jour où Fonya Singbe va lancer la lutte contre la corruption et qu'il va convoquer une réunion des cadres du NIR, il n'y aura aucun militant parce qu'ils sont tous dans le vol et que la lutte contre la corruption va les emporter tous. Et donc c'est de ça qu'il s'agit au fait, vous voyez, parce que dans le pays, il y a quand même des mécanismes, en tout cas sur les papiers, pour essayer de vérifier tout ça. On vient de parler du ministre de tutelle, parce que l'INAM est placé sous la tutelle du ministre du Travail, et puis après il y a un chef de gouvernement, et puis après il y a un chef d'État qui a certainement signé le décret, et puis après vous avez l'inspection d'État, vous avez l'inspection générale, vous avez la Cour des comptes, et puis vous avez récemment la haute autorité de la lutte contre la corruption. Et vous voyez que tous ces mécanismes qui devaient lutter contre la corruption sont totalement anesthésiés. Parce que je prends par exemple le cas de la Cour des comptes. Il nous arrive généralement, lorsqu'on est dans des dossiers, d'apprendre que les gens de la Cour des comptes ont pris des commissions pour se taire sur des affaires. Donc ça veut dire que la Cour des comptes qui est chargée de veiller sur la régularité d'un certain nombre de choses dans des entreprises ou dans des trucs, les gens de la Cour des comptes même sont corrompus. On a eu ce cas-là à la préfecture du Golfe, avec la délégation spéciale, où on nous avait dit, après un audit, que des gens de la Cour des comptes ont pris 20 millions pour se taire. Et puis, on apprend de plus en plus que dans certains ministères, dans certaines sociétés, les gens de la Cour des comptes qui passent, ils prennent de l'argent pour maquiller le rapport. Et je me demande si
la haute autorité de la lutte contre la corruption qui est là, tournée en rond comme un cafard asphyxié, eux aussi ne sont pas déjà convertis à cette pratique de commission pour protéger les voleurs. Donc, du coup, c'est tout le système qui est pourri, vous voyez. Donc, il ne peut pas avoir quelqu'un pour sanctionner, parce que ceux qui volent, ils disent, ils volent, lui qui vient de le dire, après, ils transforment leur gain, ce qu'ils ont volé, ils déroutent une partie dans le militantisme. Et on vous dira, oui, mais le monsieur là, Akpele, ou c'est pas Dani ou Anéron, c'est lui qui mobilise les militants là-bas. Si vous le prenez tout à l'heure, il va avoir un problème, les militants vont se fâcher, donc il ne faut pas l'arrêter. C'est ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc tous ceux qui volent, ils utilisent le manteau du parti en disant oui, même à la TVT. On a fait un rapport, on a sanctionné un certain nombre de personnes qui sont des gens comptables et tout ça. Et il y a un qui a été interrogé qui disait non, que lui, il a pris l'argent pour aller faire les activités d'UNIR dans son village. Et on n'a jamais sanctionné, on l'a juste déplacé de son poste, vous voyez. Et donc, ce phénomène est totalement généralisé et c'est tout le système qui est gangréné par la corruption, la gabégie, le vol et l'impunité. Et donc, il serait difficile de sanctionner qui que ce soit parce que c'est pourri depuis le sommet jusqu'à la base. Et pendant ce temps, l'économie nationale est à terre. En 2010, il y a cette histoire de PPTE. Aujourd'hui, le Togo est plus endetté. Et pourtant, le Togo regorge des ressources naturelles, etc. On n'a pas de banque, tout est à terre. L'économie s'écroule, finalement. Faut-il se taire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. C'est de continuer par sensibiliser comme on est en train de faire à travers votre émission pour essayer d'expliquer qu'il faut la bonne gouvernance pour arriver au sommet. Vous savez, on a les dirigeants du pays prennent comme modèle la Chine. C'est-à-dire, depuis un certain temps, on va en Chine, on dit oui, on veut faire comme la Chine, on veut faire ci. Mais en Chine, on sanctionne. Hein? Contrairement à ce que les gens ne savent pas, en Chine, on sanctionne. La peine, la capitale. Ah oui, en Chine, sanctionnée sérieusement. La corruption est combattue comme il se doit. Quand on te met à un poste de responsabilité, tu voles l'argent du contribuable de l'État et qu'il y a les preuves, on te sanctionne. Les gens ne savent pas si aujourd'hui le président chinois, je ne sais plus comment il s'appelle, Xi Jinping ou comme. Vous voyez, il est un des rares qui est en train de prolonger son mandat en Chine. Juste parce que, vous savez, dans leur système communiste, avec le PCC, c'est ça, leur parti, dans le système, au fait, c'est que aussi les gens ne comprennent pas, c'est ça. Quand tu es président, en même temps, les deux, c'est-à-dire celui qui doit te remplacer, il est en train d'être préparé, ce sont tes vices. Alors, vous vous rappelez pourquoi le mandat de Xi Jinping a été prolongé? C'était parce qu'à un moment, ces deux adjoints, ceux qui devaient le remplacer, ont été mouillés dans une affaire de corruption, un grand scandale de corruption. Alors, on les a écartés. Mais comme maintenant, ils ne sont pas prêts, comme on les a écartés, il n'y a pas quelqu'un pour prendre le devant, tel que leur système est, et par rapport à leur guerre avec les États-Unis et partout, et tout, on a dû dire, on prolonge le temps que on prépare encore deux autres personnes qui vont le remplacer. Bon, c'est un peu un système un peu complexe. Quand les gens ne le comprennent pas, les gens pensent que, moi je dis, les gens pensent forcément que la Chine, c'est la corruption, c'est la dictature. D'autres, je dis non, en Chine, on sanctionne. Moi, je me rappelle, un ministre de la République, dans une causerie, m'a dit, je crois que c'est au début de leur premier voyage comme ça en Chine, qu'il a demandé à un ministre lors d'une rencontre comment vous avez fait pour arriver là-bas. Le ministre lui a dit, mais quand on te met à une place et que tu détournes l'argent de l'État, on te prend. Et j'ai rigolé, j'ai dit, vous ici, vous n'arrivez pas à même sanctionner. Donc vous comprenez que vous êtes loin pour devenir riche. Mais donc là, Ferdinand, pour terminer cette partie, là on peut dire que en fait la démocratie n'est pas une condition de lutter contre la corruption. On peut être dictateur et lutter, engager un véritable combat contre la corruption. On peut le faire, on peut le faire. Ça, c'est une bonne volonté, il faut une bonne volonté. Oui, mais dans tout système politique, on peut lutter contre la corruption, pas seulement en démocratie, en dictature, mais dans tout système politique, on peut lutter contre la corruption si on le veut, mais le système autoritaire, autocratique ou dictatorial est souvent marqué par la concentration du pouvoir dans les mains d'un individu ou d'un clan, et là c'est difficile de lutter contre la corruption parce que le clan s'enrichit, les gens qui sont autour du clan s'enrichissent, les courtisans s'enrichissent, et tous ceux qui s'enrichissent, ils le font pour maintenir le système en place, ce qui fait que généralement dans des systèmes comme les nôtres, il est véritablement difficile de lutter parce que quand vous touchez à un individu, il y a une communauté qui est derrière, c'est un socle de votre pouvoir et vous risquez d'être déséquilibré. Alors,
aujourd'hui, avec le système RPT uni, la lutte contre la corruption, c'est un vœu pieux. C'est-à-dire qu'on ne pourra rien faire. Parce que si on doit commencer, peut-être que c'est Foy Gnassingbé qui partirait en premier et tous les autres vont le suivre parce qu'eux tous se sont mouillés dans les affaires inimaginables. Ce que nous savons en tant que journalistes, on ne peut pas le dire parfois parce qu'il y a des faits qui sont tellement sensibles que quand vous avez beau me mettre des journalistes d'investigation futés, il faut vivre pour pouvoir continuer votre travail. Donc, il y a des choses que nous gardons en nous, mais ce qu'on peut dire, on le dit devant le public. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On vous laisse le privilège de dire un mot de la fin. Non, mais dire merci à tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter et aussi dire courage au peuple guinéen. De ne pas baisser le bras parce que je suis convaincu et je fais partie de ceux qui pensent que Alpha Condé est en train de violer la Constitution et qu'il ne faut pas le laisser violer cette Constitution parce que si lui on le laisse violer la Constitution, quelqu'un qui viendra après lui le fera. Merci Ferdinand. Oui, donc était avec nous Loïc Lawson, il est le directeur de publication du journal Flambeau des démocrates et Ferdinand Haïté, lui c'est le directeur de publication du journal Alternative. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque-là, portez-vous bien.